Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Jean-Baptiste Giraud, journaliste et auteur de ce livre, nous l'avions reçu pour ce livre, Dernière crise avant l'apocalypse aux éditions Ring. Eh bien, voilà qu'il est récidive après l'apocalypse, c'est l'effondrement généralisé qui menace la société française. Un article qu'il a commis au Figaro Vox le 8 juin dernier. Bonjour Jean-Baptiste Giraud. Bonjour Clémence. Alors, on va dire que c'est pas vraiment un article très optimiste. Vous parlez tout de même d'effondrement généralisé qui menace la société française, en précisant que ce n'est pas seulement vous qui le dites, mais d'abord une impression de l'ensemble des Français, puisque 75% des Français estiment que la France est en déclin, selon un sondage Ipsos, paru pour Le Monde en 2021. Et puis, vous citez, c'est un peu la litanie de ce qui ne fonctionne pas en France, les services d'urgence, l'énergie, l'automobile, les télécoms, l'agriculture, l'insécurité. Et vous appelez finalement à un sursaut de l'État. Mais d'abord, on va dresser le constat ensemble de ce qui ne fonctionne pas. De l'État ou des citoyens. Alors d'abord, Vous avez parlé d'impression. C'est marrant parce que j'ai l'impression, pour le coup, quand régulièrement, que vous dénoncez aux vos invités ce sentiment d'impression. Par exemple, le fameux sentiment d'impression d'insécurité. Eh oui, bien sûr. Ou est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est ce que les Français ressentent? Je pense que c'est plutôt la deuxième assertion qui est vraie. Lorsque j'ai écrit le livre Dernière crise avant l'apocalypse avec Jacques Bichot, je vous assure que quand on écrit un livre comme celui-là avec ce genre de titre, c'est pas de gaieté de cœur. On préférait écrire Joie sur terre et prochain merveilleux. Et dernière crise avant l'apocalypse, c'est qu'effectivement, il y a une série de problèmes qui ne sont pas résolus. Et ils ne sont pas résolus aussi parce qu'on ne veut pas en prendre conscience, on ne veut pas les entendre. Vous avez fait cette liste. Alors attendez, Jean-Baptiste Giraud, vous parlez d'une série de problèmes non résolus, mais nous, on a un problème non résolu avec vous, c'est celui de la connexion. Elle saute régulièrement. Est-ce qu'on ne peut pas tenter de vous prendre au téléphone? On va vous garder à l'image, mais on va tenter de vous prendre au téléphone en plus. Donc, gardez votre téléphone à côté de vous. Oui, sauf que je suis déjà sur mon téléphone parce que ça ne marchait pas sur l'ordinateur. Ah oui, d'accord. On va bien s'en sortir. C'est vraiment la fin du monde. Oui, je vais couper la caméra qui n'est peut-être pas... D'accord. Voilà, vous allez m'entendre sûrement mieux. D'accord. Donc, j'espère que les auditeurs n'ont pas trop perdu de mon propos, mais pour résumer, c'est simple. Vous me parliez d'impression sur certains paramètres qui sont en train de déraper, qui s'affichent au rouge, mais ce n'est pas une impression, c'est la réalité. Le problème de l'énergie, par exemple, qui est au cœur de tout, parce qu'on a l'impression de penser que l'énergie, ce n'est qu'un problème parmi tant d'autres. Mais si vous ne pouvez plus mettre d'essence dans votre voiture, vous ne circulez plus en voiture. Si vous ne circulez plus en voiture, vous n'allez plus travailler, vous emmenez plus les enfants à l'école, on ne transporte plus de bétail et de céréales, et les tracteurs ne peuvent plus labourer ni moissonner dans les champs. Donc le problème de l'énergie, c'est le problème central. Sans énergie, plus rien de notre monde moderne n'existe. Alors, le problème du carburant ou de l'électricité sont résolus et qu'on va trouver des solutions. Je fais quand même une parenthèse sur l'électricité. Vous êtes plus jeune que moi. Moi, je me souviens jeune des coupures de courant organisées, orchestrées par la CGT pour faire pression sur le gouvernement dans les années 80. À l'époque, ce n'était pas un problème de pénurie, c'était une pression syndicale sur un pouvoir politique. Demain, ce n'est pas une pression syndicale qui fera qu'on va délester du courant de manière aléatoire ou plutôt organisée, j'espère, et à tour de rôle. L'an prochain, l'hiver prochain, nous allons manquer cruellement d'électricité en France, et vous verrez que dans quelques mois, Elisabeth Borne ou celui ou celle qui va lui succéder viendront à la télévision nous annoncer que des mesures de délestage seront nécessaires si les Français n'éteignent pas la moitié de leur lumière, ne coupent pas ou baissent pas leur chauffage et ne chauffent pas leur l'eau dans le chauffe-eau sanitaire, non pas à 60 mais à 50. Ces mesures, à nous les annoncer, et tout un tas d'autres mesures, évidemment, après avoir demandé à tous les grands consommateurs industriels de baisser leur consommation d'électricité, avec les conséquences sur leur chiffre d'affaires. Et ça et tout le reste, la liste est très très longue, le naufrage de l'éducation nationale, le naufrage évidemment de la justice qui n'existe plus, la justice
il n'y a plus aucun doute à se faire dans notre pays sur le fait que la justice n'a pas les moyens de ses ambitions ou des ambitions des citoyens qu'elle a pour eux. Donc, il n'y a plus de justice en France. Vous avez ne serait-ce qu'un petit problème à la noix, eh bien vous n'allez pas saisir le tribunal judiciaire puisque le nom a changé, parce que vous savez que ça ne sera pas résolu avant 2 ans. D'ailleurs, ça ne sera pas résolu. Ça ne sera pas résolu et vous savez que vous aurez rendez-vous, vous serez convoqué dans 1 an et demi ou 2 ans. Quand vous voyez sur des faits graves passent devant le tribunal 3, 4, 5, 6, 7 ans après les faits, ce n'est pas l'enquête qui exige 3, 4, 5, 6, 7 ans d'enquête, c'est simplement parce que tout est saturé. Voilà, la liste des preuves manifestes d'un effondrement de la société et aujourd'hui la société organisée par l'État sont omniprésents. Et j'ajoute, et c'est surtout ça qui, Sébastien Lay, avec qui j'ai écrit cet article, économiste à l'Institut Thomas More et moi-même, tirons la sonnette d'alarme, c'est que maintenant il y a une contamination de ces symptômes dans le secteur privé. Je m'explique. Que le service public s'effondre. L'hôpital, j'en ai pas parlé, mais on le sait, on ne va pas passer 3 heures dessus. L'hôpital s'est déjà effondré. Il n'y a plus à se poser la question de l'effondrement du système de santé. Il est déjà effondré. Tous ceux qui nous écoutent savent qu'ils n'ont pas d'ophtalmo, ils n'ont pas de gynéco, ils n'ont pas de cancérologue. Il n'y a plus de soins et d'hôpital. Oui, puis les urgences ferment. Les bénévoles sont appelés à tenir les urgences pour les services minimaux. Donc, il n'y a plus de système de santé tel qu'on en a la croyance. Il y a un système survivaliste et un système de la débrouille, un système de la cooptation et du cousin, de l'oncle ou du bon vieux copain médecin et qui, pour nous, va se rendre disponible à 5h30 du matin, ce qui est le cas de mon mari, et au passage, qui doit nous écouter. Je sais que lui, il se lève à 5h du matin pour commencer à consulter à 5h30 ou 6h, 5 jours sur 7, et il est disponible en peut-être même 6 jours sur 7. Donc voilà ce qui nous arrive. Non, ce que je voulais dire, et ce qui est vraiment grave et qui est le signe final de l'effondrement qui est en train de se réaliser, et que je ne souhaite pas, que je n'appelle pas de mes voeux, je ne suis pas mélanchoniste, je ne suis pas catastrophiste, non. La réalité, c'est que lorsque vous avez des entreprises du secteur privé qui, normalement, ont un modèle économique sain, puisqu'elles vous facturent dans le prix de la prestation que vous payez, elle vous facture une qualité de service, un service clientèle, un rétablissement de la prestation à laquelle vous avez droit, etc. etc. Oui. Eh bien, à ceux qui nous écoutent de vous appeler dans la journée et qui vous racontent leurs expériences avec les garagistes automobiles. 2 grands réseaux de marques automobiles, 2 grands réseaux de centres auto, les Midas, les Feux Verts, les Speedy, et aussi des garagistes du coin de la rue. Expérience d'hier. C'est la 3e fois en 2 ans que je veux faire appel à un garagiste et la 3e fois en 2 ans que le garagiste répond absent. Je vais faire. L'an dernier, j'ai eu une panne sur ma voiture qui aurait dû me priver de vacances. Je prends rendez-vous chez le garagiste, j'ai rendez-vous 1 mois après la prise de rendez-vous. Je lui confie la voiture, il me rappelle 2 heures plus tard, il me dit la panne, c'est bien celle-là, mais on n'a pas le temps de chercher où se trouve la pièce dans votre moteur, on a d'autres clients derrière, on vous la facture rien. Ouais. Où vous avez vu un garagiste qui refuse de prendre en charge une voiture. Au final, c'est moi qui ai fait la réparation. J'ai commandé la pièce sur Internet. Avec un de mes garçons, on a passé plusieurs heures sous la voiture. Au final, ça nous a pris 3/4 d'heure parce qu'on n'avait pas la connaissance et le savoir. Et effectivement, la pièce, le composant ne coûtait que 20 €. Donc le garagiste aurait facturé 3/4 d'heure de temps homme et 20 € une pièce. Bien sûr qu'il avait des clients beaucoup plus rentables. Et j'en ai eu 3 exemples au cours des 2 dernières années d'abandon des clients par les garagistes. Vous demandez, vous en trouvez plein sur les forums, des gens qui disent non, mon garagiste, ou alors on me fait changer une pièce à 2000 €. Et hier, c'est la même chose qui m'est arrivé. Je vais dans un grand centre auto pour faire recharger ma climatisation. Ils branchent la machine sans tourner le contact. Pour ceux qui savent que c'est pas normal de pas tourner le contact du moteur. Il me dit ah ben non, on peut rien faire, le circuit est vide. Eh bien, j'ai résolu le problème par moi-même avec mes petits doigts en achetant un kit de recharge. 20 € et mon circuit n'était pas du tout vide. Donc il a
la prestation parce qu'elle n'est pas assez lucrative et parce qu'il a mieux à faire. Oui, et c'est pas le seul domaine, puisque moi, par exemple, je cherche à faire des travaux dans la maison et c'est aussi impossible de trouver quelqu'un qui vienne faire un devis. Ou alors, on a des personnes qui viennent faire un devis, mais qui après ne donnent plus signe de vie, puisque visiblement, le devis ne doit pas être assez juteux à leur goût. Ouais. Plusieurs devis en suspens pour des travaux d'aménagement, de combles et d'isolation. Effectivement, vous avez tout à fait raison. J'ai ces devis qui ont été faits pour l'un et qui n'ont pas été faits pour l'autre, et ça n'a pas été suivi d'effet parce que de toute façon, ils n'ont pas de place pour nous prendre en main. Alors, on nous parle d'isolation. Et des exemples comme ça dans les télécoms, prenez par exemple l'histoire de l'installation de la fibre. C'est pas moi qui le dis, c'est un sénateur, membre d'une commission parlementaire, qui dit un abonné à la fibre sur 5, ou plutôt un foyer sur 5 éligible à la fibre, n'est pas effectivement raccordé ou a des problèmes de raccordement. Le taux de disponibilité en France d'une connexion à haut débit est de 3%. Et l'indisponibilité, elle se compte en semaines ou en mois. C'est-à-dire que quand on vous a débranché accidentellement dans l'armoire, on parle de plate spaghetti, les armoires de connexion, quand on les ouvre, peut-être que certains d'entre vous qui nous écoutent ont déjà des armoires ouvertes, on parle de plate spaghetti parce que littéralement, c'est un plat de spaghetti. Tous les fils sont mélangés. Oui. Tous les d'ailleurs, viennent brancher leur truc dans leur coin. On parle de déconnexion sauvage pour faire de la place pour son client. Eh bien, on en déconnecte un autre qui est d'un autre réseau, d'un autre opérateur, et on s'en fout. Et l'indisponibilité en France est de 3%. En fait, on ne se rend pas compte, 3%, ça paraît très peu, mais on est dans un secteur, les télécoms, où normalement, c'est la règle des 9-6, les 9-6 qui s'appliquent. Ou plutôt, c'est les 6-9, pardon, pour les ingénieurs. C'est la règle des 6-9. La règle des 6-9, c'est quoi ? C'est normalement le taux de disponibilité de quelque chose de critique comme les télécoms. Ça doit être 99,99999%. Jean-Baptiste Giraud, comment vous expliquez cette contamination dans le privé ? Parce que là, on a un peu décrit, que ce soit dans le domaine de la voiture, du transport ou alors des grands travaux du bâtiment. Comment vous expliquez ? On a compris que le service public, plus ou moins, finalement, était voué à la perte et on va revenir à ce sujet. Mais comment vous expliquez la contamination du privé ? Mais quand vous, au quotidien, vous êtes confronté à l'absence de service public ou la déliquescence de service public, comment dans votre entreprise faire preuve de rigueur, d'opiniâtreté, de sens du service, de vous préoccuper de la qualité de service. Ajoutons à cela que la dérégulation, par exemple pour les télécoms, mais c'est pas seulement vrai dans les télécoms, c'est vrai dans l'énergie d'ailleurs. Ajoutons que la dérégulation qui fait que sur un marché, un secteur stratégique comme celui des télécommunications, qui avant était un monopole d'État, puisque c'était stratégique, aujourd'hui il y a plein d'opérateurs différents. Alors moi je suis très content d'avoir un opérateur qui ne coûte pas cher du tout, et ça coûterait peut-être plus cher effectivement en situation monopolistique, c'est même probable, mais la qualité de service n'est plus du tout au rendez-vous. Alors là, ce n'est pas un propos complotiste, c'est la réalité, émis par les acteurs des télécoms eux-mêmes. Les télécoms françaises sont gérées au Maroc. Et ce n'est pas une insulte à faire à nos amis marocains que de le dire, mais comment voulez-vous que des plateformes de soutien logistique administratif qui sont au Maroc comprennent que la D64 coupe la N82 et que la trappe d'accès à se trouve entre Gargilet de Zalouette et Trifouillet de Fresnes. Jean-Baptiste Giraud, finalement, ce que vous dites, ça me fait penser. J'ai lu une étude anglaise. Alors là, c'était sur l'hôpital et la gestion de l'hôpital, qui expliquait qu'aujourd'hui, vous savez, les hôpitaux, tout comme d'ailleurs les questions de sécurité avec la police, sont maintenant réglés par des systèmes de notation. Tout est noté avec des tableaux Excel. Bon. Et en fait, il racontait que ces notations étaient un grand mensonge. Tout le monde s'arrangeait pour mettre dans la case le bon chiffre qu'il fallait pour rester dans les clous. Et finalement, on a l'impression que c'est ce mensonge-là, sur cette notation, il est partout, et dans les services publics, on l'a expliqué, et dans le privé. Finalement, on vit dans une espèce d'énorme village Potemkin, mais qui risque de s'effondrer à n'importe quel moment, finalement. C'est ça que Sébastien Lay et moi-même avons parlé d'un risque de grand effondrement, c'est que tant que vous avez encore des modèles de qualité et des références auxquelles vous pouvez vous référer justement en disant « Ah, mais chez eux, ça marche ».
voyez, par exemple, les grandes marques d'automobiles, les grandes marques d'électroménager, dans l'imaginaire collectif, je prends un nom, par exemple, qui est Bosch, on a cet imaginaire que c'est fiable, que ça marche ou autre. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de témoignages sur ces grandes marques qui étaient réputées fiables. C'est la marque qui pose un problème, que derrière tout le SAV et le suivi, qui ne sont pas au rendez-vous. J'ai en tête comme ça un produit. Ah oui, bien sûr, voilà, j'ai un exemple très concret. Wiesmann. Wiesmann, c'est une marque allemande de chaudière. C'est la réputation de Wiesmann est excellente. Sauf que derrière Wiesmann est distribué par un importateur français, avec des process français, avec des installateurs français, et derrière, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai fait installer une chaudière Wiesmann, de la qualité, et je me suis retrouvé avec un plombier chauffagiste français qui dit qu'il n'était incapable de configurer la chaudière et d'installer, de mettre en œuvre l'installation correctement, en disant « mais moi, tous ces trucs électroniques, je n'y comprends plus rien, je ne peux rien faire ». Et donc, j'ai pris contact avec Wiesmann directement, qui m'a envoyé des plans pour procéder à mon propre réglage dans mon installation, parce que le chauffage est renoncé. Et ça fait quand même 2 exemples où vous devez prendre en main vous-même une réparation, puisque finalement... Non, Clémence, c'est pas 2 exemples. C'est depuis quelques années, c'est mon quotidien. Je dois suppléer à la défaillance d'un prestataire privé. Je parle même pas du service public puisqu'il est déjà cuit. J'ai un cours depuis des années contre le fisc que j'ai gagné en première instance. Il a fait appel, le fisc a fait appel. On devait être jugé en février 2020. Nous sommes en juin 2022. Je n'ai aucune nouvelle de la procédure. C'est pas moi qui vais aller. Enfin, vous savez très bien que ça ne sert strictement à rien d'envoyer un recommandé ou une lettre au président du tribunal de la cour d'appel en lui disant quand est-ce que tu passes mon affaire. Bien sûr que la justice a disparu en France au sens du point de vue de ce que l'on s'imagine de ce que doit être la justice, c'est-à-dire rapide, juste, proportionné. Non. En fait, vous prenez autour de vous, ceux qui nous écoutent, prenez autour de vous toutes ces histoires que vous n'avez jamais agglomérées en ensemble et en vous disant, mais en fait, toutes ces histoires sont le symptôme d'un effondrement en cours. Alors oui, parce que Jean-Baptiste Giraud, pardon, mais on a bien dressé le constat, je pense, dans le public et dans le privé. On va arriver, parce qu'on arrive à la fin de cette interview. J'aimerais bien d'abord rappeler que, vous êtes père de famille, vous avez une famille nombreuse, c'est pas pour raconter votre intimité, mais pour montrer que vous êtes quelqu'un qui vous projetez sur l'avenir, que vous souhaitez vous battre pour l'avenir aussi, et qu'on n'est pas là juste pour faire de la complainte, mais pour réagir. Alors comment on peut réagir ? Moi, je leur montre chaque fois que je résous le problème par moi-même, puisque le garagiste n'a pas pu le résoudre, je les implique pour qu'ils soient autonomes. J'ai un fils ingénieur, élève ingénieur, il a fait son devoir de fin d'année, avec un bricolage, il faut faire un chef-d'œuvre, et il m'a, en finissant le chef-d'œuvre le soir avec lui, il m'a dit « mais tu sais papa, les autres de ma classe et de mon groupe, et la plupart n'ont jamais tenu une perceuse de leur vie et ils n'ont pas d'outils à la maison. Moi, j'ai tout. J'ai un fer à souder. On avait besoin de serre-clips pour fixer des trucs. J'ai une pochette avec des serre-clips, vous savez, les collets de serrage. J'ai des outils. Ils ont toujours eu des outils à la main. Donc, bien sûr que je les prépare à un monde où il faudra être à nouveau autonome et dégourdi. Mais en fait, comme depuis toujours dans l'histoire de l'humanité, il y a 50 ans, on faisait à peu près tout seul. Mon père m'a montré comment on détordait les clous, parce qu'après la guerre, les clous, c'était rare, et on détordait les clous et on récupérait les clous. Alors, je ne dis pas que je détends les mais mon père m'a mis des valeurs, notamment de bricolage et d'autonomie ou autre. Mais avant lui, comme tout le monde avant, il y a un trou absurde de 2 ou 3 générations qui pensent que les tranches de jambon sortent d'une barquette en plastique dans le frigo. Non mais ça c'est sûr, mais en revanche la santé, on a toujours attendu après quelqu'un qui était un vrai soignant et pas après son meilleur ami ou ses parents pour nous soigner. On avait quand même ça avant. Oh non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Clémence, dans les années 50 et encore dans les années 60, vous aviez un problème de santé, alors vous alliez au bouteux, ou vous attendiez que ça passe, on ne médicalisait pas tout. Oui, ça c'est sûr.
des petits vieux à la campagne assis sur leur chaise en paille avec les poules autour, comme j'en vois dans ma campagne, eh bien, dans les années 50-60, eh bien, un matin, ils ne se levaient pas. Et puis, pendant 2 jours, ils allaient rester au lit, et puis un matin, ils n'allaient pas se réveiller. Le médecin qui était passé avait dit « Ah ben, c'est la vieillesse, c'est l'âge. Aujourd'hui, vous pouvez passer toute une tripotée. » Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais aujourd'hui, si on y arrive, on vous fait passer des scanners, des analyses médicales et tout, on va peut-être vous prolonger. Mais ça ne se passait pas comme ça avant. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que je souhaite. Mais on vivait évidemment différemment dans la France des années 50. Mais ce que vous nous dites, Jean-Baptiste, parce qu'on doit conclure, c'est que d'abord, il faut apprendre à revivre peut-être un petit peu plus simplement, à être un petit peu plus autonome, comme vous le dites. Et deuxièmement... ça fait un peu comme les écologistes, vous savez, qui disent il faut revenir en arrière. La décroissance, ça fait décroissance que vous dites là. Moi, je suis pas en train de parler de décroissance acceptée. Elle est subie. Elle est subie parce que lentement, la qualité de service public est au degré zéro et la qualité de service privé est en train de dégringoler progressivement. C'est une histoire de marge. Les exemples que je vous ai donnés sur les garagistes, s'ils m'ont pas pris en charge, c'est parce que je n'étais pas assez lucratif et c'est parce que leur priorité dans les tableaux dont vous parliez, c'est que chaque client garantisse une marge brute de 40-50% et non pas 10%. Alors que historiquement, un garagiste, il avait un petit truc qui demandait 5 minutes, vous lui disiez combien je vous dois, mais non, c'est rien. D'un garagiste il y a quelques années, j'avais un tête de refroidissement, il prend un trombone dans le bureau de la secrétaire, il met un trombone pour chanter le ventilateur, il dit voilà, c'est réparé. Et je dis combien je vous dois, j'étais sorti de l'autoroute, il me dit mais rien, bien sûr. Voilà, ça c'est fini, la gratuit. La gratuit est finie dans le secteur public. Enfin, demandez à vos éditeurs qui vous appellent s'ils vous diront qu'il y a encore des actes gratuits. Et je vous parle moi d'actes payants qui ne sont pas faits parce que ça n'est pas assez rémunérateur. Mais Jean-Baptiste, à part apprendre à bricoler soi-même, si on votait mieux, non, c'est... Ah bah vous croyez encore aux élections? Non, c'était une question naïve, mais je vous la pose. Le système électoral français où on a relevé le seuil d'accès au second tour pour supprimer les triangulaires, vous vous souvenez comme moi, vous n'êtes pas si jeune que ça, et vous vous souvenez, il y avait des triangulaires, il y avait 140, 150 triangulaires, ben la triangulaire, quand même un choix supplémentaire pour les électeurs. Et même le troisième qui arrive derrière les 2 autres, eh bien, il a ses chances dans une triangulaire. Vous avez les 3/4 des circonscriptions où vous avez un bon tiers, voire la moitié des électeurs qui devront faire un non-choix ou un contre-choix. Est-ce que c'est la démocratie de ne pas pouvoir choisir au second tour parce qu'on est sur un scrutin majoritaire à 2 tours? Regardez le système anglais, c'est un système un seul tour, eh ben, vous votez vraiment directement pour celui pour lequel vous voulez voter. Et là, en même temps, ils ont 2 partis majoritaires aussi, mais c'est une autre histoire. D'après ce que je comprends, Jean-Baptiste, pour conclure, parce qu'on doit conclure, d'abord, j'invite tous nos auditeurs à lire votre livre « Dernière crise avant l'apocalypse » aux éditions Ring. Et puis cet article au Figaro Vox, « L'effondrement généralisé menace la société française ». Et puis, finalement, on va apprendre à se serrer les coudes. Et on est bien là aussi pour ça à Radio Courtoisie. C'est la conclusion. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Giraud. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.